Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là cet après-midi pour cette conférence du 7e Festival de géopolitique consacré aux frontières. Je pense que c'est la 7e peut-être fois que vous entendez cette phrase. Je suis honorée, c'est un grand plaisir de présenter Pierre Virluise et Gérard François Dumont, qui vont intervenir sur un thème absolument passionnant. Tous les deux, je vous rappelle, sont les auteurs de l'ouvrage du festival de cette année, La géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'Ural. Et cet après-midi, ils vont intervenir sur le sujet « Quelles frontières pour l'Europe ?» Je vous rappelle que Pierre Virluise est directeur du premier site de géopolitique, DiploWeb, que vous connaissez sans doute. Il est docteur en géopolitique de l'Université de Paris-Sorbonne et auteur de multiples ouvrages et publications sur la géopolitique. Gérard François Dumont est recteur et professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne. Il est également auteur de multiples publications, plus de 500 publications sur les questions de géopolitique. Il est directeur de la revue Population et Avenir. Je vous laisse la parole, messieurs. Bien, merci d'abord de votre invitation. Merci aussi au festival d'avoir choisi notre livre Géopolitique de l'Europe pour être celui de l'année. Et puisque nous devons essayer de répondre à cette question « Quelles frontières pour l'Europe ?», je vais vous dire tout de suite que c'est extrêmement simple, puisque si nous prenons les bases de données internationales, nous trouvons une définition très précise de l'Europe qui part des territoires maritimes du Portugal jusqu'à la Russie incluse, et des rives nord de la Méditerranée jusqu'à l'océan Arctique, avec en plus donc la frontière du Caucase. Si maintenant je m'intéresse à la géographie physique, eh bien elle nous enseigne que l'Europe correspond à la totalité des territoires qui sont sous influence maritime, et donc la frontière s'arrête grosso modo au milieu de la Russie d'Europe. Au plan des organisations ou du fonctionnement, les frontières de l'Europe sont multiples. Le Conseil de l'Europe, qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, qui compte 47 pays, dont la Russie, mais non la Biélorussie, déborde le Caucase en incluant ce qu'on appelait autrefois la Transcaucasie, soit la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce Conseil de l'Europe inclut 2 autres pays que les bases de données internationales mettent en Asie occidentale, Chypre et la Turquie. De son côté, le périmètre des pays européens membres de l'OTAN dessine d'autres frontières qui séparent par exemple la Norvège, qui en fait partie, et la Suède, qui n'en est pas membre. Quant à la zone euro, elle a ses propres frontières, puisqu'il y a des pays de l'UE qui ne sont pas de la zone euro, comme le Royaume-Uni, et qui ne souhaitent pas en faire partie. Si désormais on définit l'Europe comme la zone Schengen, on découvre une autre géographie qui inclut des pays qui ont refusé de rejoindre l'UE, comme la Norvège et la Suisse, mais ne comprend pas tous les États membres de l'UE pour des raisons très différentes. Certains parce qu'ils refusent d'en faire partie, c'est le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'autres parce qu'ils n'ont pas été acceptés, c'est le cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Il faut donc retenir cette formule en une phrase qui est que derrière le singulier du mot Europe se cache un pluriel. Le pluriel des institutions, Conseil de l'Europe, OTAN, Union européenne, zone euro, Convention Schengen. Mais en même temps, une frontière n'existe que si elle est internationalement reconnue. Or, d'abord, au sein de l'Europe, il y a des conflits frontaliers. Certains ont été réglés récemment, comme entre la Slovénie et la Croatie. D'autres, aujourd'hui, restent en discussion, puisque les frontières du Kosovo ne sont pas internationalement reconnues. D'autre part, il y a des pays qui, certes, ont des frontières reconnues, mais qui n'arrivent pas à assurer leur souveraineté sur la totalité de leur territoire. C'est le cas de la Moldavie, c'est le cas de l'Ukraine. Et puis, même en France, on parle de zones de non-droit, ce qui donne l'impression qu'il y a des frontières à l'intérieur du pays. Compte tenu de l'ampleur de la question formulée en titre, nous nous pencherons plus précisément sur les frontières de l'UE.
Précisons sans plus tarder que l'éventuelle intégration à l'UE de la Russie ne se pose pas. La Russie n'a jamais demandé à entrer dans l'UE, l'UE ne lui a jamais proposé, et la Russie a la taille géographique d'un très vaste empire. Or, l'UE intègre des États, pas des empires. Sans même parler des différences en termes de valeur ou de niveau de vie. Notre problématique sera la suivante: que nous apprennent les frontières de l'Union européenne de ses limites. Je dois à cet instant faire passer une diapositive qui ne veut pas passer. Ça ne vous aura pas échappé. Est-ce que nos amis veulent bien venir faire le nécessaire? Merci. Voici le plan. Notre problématique est donc que nous apprennent les frontières de l'Union européenne de ses limites. Nous répondrons à la problématique en 3 parties, ce qui rassurera les candidats au concours qui sont parmi vous. Et le plan apparaîtra à chaque sous-partie, ce qui devrait encore rassurer les candidats au concours. Nous poserons en première partie que l'UE présente des frontières évolutives, en deuxième partie avec des candidats étatiques, et en troisième partie des candidats à l'immigration. Voilà qui permettra de balayer assez largement la question des frontières pour l'Europe. Donc, dans une première période qui commence donc avec le traité de Rome de 1957, la question des frontières ne semble pas se poser, puisque en réalité, les pays qui se réunissent dans ce qui va s'appeler ensuite l'Union européenne considèrent qu'ils sont des pays de liberté, du monde libre, par rapport à ceux qui sont dominés par Moscou. Et donc, en fait, c'est l'Union soviétique qui a fixé les frontières de l'Europe de l'Ouest avec la construction du rideau de fer. Donc le principe de cette Union européenne en construction, c'est de réunir des pays de liberté, ce qui va conduire aussi à exclure des pays qui ont un régime totalitaire, comme un régime dictatorial plutôt, comme l'Espagne et le Portugal. Et au nord-ouest se pose néanmoins une question qui est celle du Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni préfère l'Europe ou le grand large? La réponse du général de Gaulle va être de considérer que le Royaume-Uni ne doit pas entrer dans ce qui est à l'époque le marché commun, et donc il va par 2 fois, en 1963, puis ensuite en début 1969, refuser l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne jusqu'au moment où un référendum, sous le président Georges Pompidou, va accepter l'entrée du Royaume-Uni dans ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne. Néanmoins, au nord de l'Europe, nous avons une autre particularité avec le cas de la Norvège, qui va se considérer suffisamment protégée par l'OTAN, qui va prendre en compte l'importance de ses ressources en termes d'hydrocarbures offshore et qui, en même temps, n'est pas très contente des éventuels risques dans les quotas de pêche que pourrait imposer Bruxelles. Et donc, nous allons voir la population norvégienne qui, par 2 fois par référendum, va refuser d'entrer dans l'Union européenne. Néanmoins, les frontières de cette Europe sont relativement bien énoncées compte tenu de la situation géopolitique de l'Europe. Elles font partie du non-dit, elles paraissent évidentes, et elles sont tellement évidentes que lorsque le Maroc demande à entrer dans la future Union européenne en 1987, eh bien, il est refusé. Nous voici au grand B, comme après 1990. Pour le dire d'une formule facile à mémoriser, l'OTAN donne le rythme, l'UE court derrière. C'est ce que démontre la carte suivante, réalisée par Charlotte Besama-Mante sur la partie droite. Rappelons que le 1er janvier 1995 survient le 4e élargissement de l'Europe communautaire au bénéfice de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Il s'agit du premier élargissement de l'UE post-guerre froide, puisque l'URSS n'aurait probablement pas accepté que la Finlande adhère à la CEE. Pour la 2e fois, la Norvège refuse par référendum l'adhésion à l'UE. À cette date, les procédures de rapprochement entre l'OTAN et les anciens satellites ou membres de l'URSS sont déjà bien engagées, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'UE. Ainsi, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque
deviennent membres de l'OTAN dès le 12 mars 1999. J'attire votre attention, cela fait seulement 10 ans après la chute du rideau de fer. Politiquement, c'est très court. Puis, ces 3 pays adhèrent, on va y revenir, à l'Union européenne le 1er mai 2004, à l'occasion de son 5e élargissement. Toujours au sujet de l'OTAN, le 29 mars 2004, l'OTAN ouvre d'abord sa porte à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Slovaquie et à la Slovénie. Cette dernière est issue de l'éclatement de la Yougoslavie en 1991-92. Ces pays deviennent également membres de l'UE le 1er mai 2004, soit 4 semaines plus tard, avec Malte et Chypre, qui ne sont pas membres de l'OTAN, comme chacun sait. Relevons à la marge que la République de Chypre entre divisée par une frontière dans l'UE, puisque la Turquie occupe la partie nord de la République de Chypre. Ce qui veut dire que cet élargissement de 2004, qui est de près ou de loin lié à l'unification ou la réunification de l'Allemagne en 1990, se solde en 2004 par l'intégration d'un pays, Chypre, qui est divisé. Étrange paradoxe, nous sommes 10 ans après l'élargissement de 2004 et l'Union européenne n'a toujours pas réglé la division de Chypre, ce qui montre qu'il existe toujours une frontière, ce qui montre aussi les limites de la puissance de l'UE pour les problèmes internes. Ce 5e élargissement de l'UE se fait donc au bénéfice de 10 pays, d'une superficie cumulée de 738 300 km². Il compte alors 74 millions d'habitants. Notons qu'à cette époque, le contexte stratégique permet d'intégrer à l'OTAN non seulement d'anciens satellites de l'URSS, mais plus fort encore, 3 anciennes républiques socialistes soviétiques, Malte, Estonie, Lettonie et Lituanie. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à la Russie et ça fait partie des passifs entre la Russie, l'OTAN et l'UE. Toujours ce 29 mars 2004, l'OTAN ouvre encore sa porte à la Roumanie et à la Bulgarie, mais ces 2 pays doivent patienter presque 3 ans pour entrer dans l'Union européenne le 1er janvier 2007 pour son 6e élargissement. Cette différence de calendrier est politiquement très forte de sens, sentimentalement aussi, puisque les peuples des pays concernés sentent que l'OTAN ouvre sa porte finalement plus vite et plus facilement que l'UE. Et forcément, la gratitude va plus facilement envers le pays qui vous ouvre le premier, le plus facilement sa porte, ou l'institution, que l'institution qui vous botte en touche, comme la Roumanie et la Bulgarie. Roumanie et Bulgarie qui rentrent dans l'UE le 1er janvier 2007. Le 1er avril 2009, la Croatie et l'Albanie deviennent aussi membres de l'OTAN. À peine entrée dans l'OTAN, l'Albanie pose sa demande de candidature à l'UE, courant avril 2009. La Croatie, issue de l'ex-Yougoslavie, devient le 28e État membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013 avec le 7e élargissement. Cette chronologie doit être précise et elle montre que les élargissements de l'OTAN et de l'UE entre 1999 et 2013 indiquent une quasi-procédure qui est généralement passée sous silence. Cette quasi-procédure est la suivante. Dans un premier temps, adhérer à l'OTAN, puis, dans un second temps, se porter candidat ou finaliser une adhésion à l'UE. La presse n'a pas suffisamment pointé du doigt à l'époque la relation entre ces 2 élargissements. Les élargissements de l'OTAN et de l'UE entretiennent des relations d'autant plus fortes qu'elles sont non dites, non explicites. Comment les comprendre ? Une fois la guerre froide gagnée par les États-Unis, il convient de faire face à la nouvelle configuration géopolitique de l'Europe géographique et de se poser la question, que fait-on des anciens satellites ? Que fait-on des anciennes républiques socialistes soviétiques qui entendent échapper à l'attraction ou à l'émotion ou les sentiments un peu trop forts de la Russie? Résultat, la chronologie des décisions donne la réponse. L'OTAN prend rapidement en charge la sécurité. Quant à l'UE, il lui revient de gérer l'intendance, c'est-à-dire la remise à niveau sur plusieurs décennies des pays en question. Ce sont donc depuis 1995 16 nouveaux États membres qui sont devenus membres à part entière de l'UE. À 28, l'UE compte 508 millions d'habitants sur 4,5 millions de kilomètres carrés, une superficie qu'il ne faut pas surestimer puisque l'UE 28
est 3,8 fois moins étendue que la Russie et 2 fois moins étendue que les États-Unis. J'en viens au point C. Pour autant, l'Union européenne élargie est-elle une puissance? Un des effets des élargissements de 2004, 2007 et 2013 a été d'intégrer des pays toujours plus pauvres que la moyenne de l'UE. Ces élargissements se sont donc traduits par une hétérogénéité croissante de l'Union européenne. En témoigne cette carte réalisée par Mathieu Sénavé pour le DiploWeb. Cette carte permet d'abord de distinguer les pays devenus membres avant ou après la fin de la guerre froide. Dans ce dernier cas, ils sont assurés et se situent pour l'essentiel au nord et à l'est. La légende, dans sa partie centrale, permet de distinguer combien ces élargissements successifs produisent un territoire hétérogène. Vous voyez en bleu foncé les 11 pays dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l'UE en 2013. Vous voyez en bleu plus clair les 17 pays dont le PIB par habitant en SPA est inférieur à la moyenne de l'UE en 2013. Ce sont pour l'essentiel des pays de la périphérie sud et est de l'Union européenne. Certains, comme la Roumanie et la Bulgarie, sont aujourd'hui encore à des années-lumière du niveau de vie moyen de l'UE. Il faut cependant pointer du doigt que la plupart, les 2/3 des nouveaux États membres de l'UE poursuivent depuis 2008 le rattrapage, entre guillemets, du niveau moyen de l'UE en dépit de la crise venue des États-Unis. Ceci grâce aux fonds européens, bien sûr, mais aussi grâce au travail des uns et des autres. Il faut noter que cette Union européenne est paradoxale. On la présente toujours dans le secondaire comme une puissance commerciale, mais c'est une puissance commerciale étrange puisque c'est une puissance commerciale structurellement déficitaire pour les échanges extra-communautaires. Il n'y a à l'échelle de l'Union européenne qu'un seul champion à l'export, l'Allemagne. C'est peu. Les pays membres réalisent entre eux 65% de leurs échanges commerciaux. Mais ce système est très malin quand il y a de la croissance dans la zone, beaucoup moins malin quand la croissance est atone dans la zone UE, puisque finalement nous nous étouffons les uns les autres, ce qui est le cas depuis trop d'années. Les pays européens ont inventé pour une large part la mondialisation et le monde d'aujourd'hui, mais ils ont depuis quelque temps le sentiment que le processus leur échappe. Et pour cause, ils ne font plus suffisamment d'efforts en matière d'investissement en recherche et développement. Or, la R&D est la clé de l'innovation, de la productivité, de la compétitivité, bref, tout ce qui manque à l'UE pour défendre ses chances dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Pour revenir à la carte, l'UE élargie reste de surcroît marquée par des convergences et des divergences. Par exemple, en 2003, au sujet de la marche à la guerre des États-Unis en Irak, il y a division. La France et l'Allemagne développent une ligne indépendante des États-Unis quand la plupart des pays d'Europe centrale et orientale acceptent de suivre les États-Unis sans trop poser de questions. Autre exemple de divergence, l'Allemagne et la Pologne font preuve d'un tropisme oriental avec un intérêt significatif pour l'Europe de l'Est et au-delà l'Ukraine, par exemple, alors que la France, pour sa part, a plutôt un tropisme méditerranéen. En témoigne l'Union pour la Méditerranée portée par M. Nicolas Sarkozy. Le point le plus important peut-être est le suivant. L'Union européenne souffre d'un ADN défaillant en matière de culture de la puissance. Née d'un sous-continent qui a engagé le monde par 2 fois dans des guerres mondiales, l'UE veut la paix. L'UE peine à vivre et penser la confrontation. L'UE préfère la coopération, et c'est vertueux, le compromis, c'est remarquable, et parfois les compromissions, c'est plus discutable. En cherchant d'abord une paix perpétuelle entre ses États membres, via le règlement pacifique des conflits, l'UE se pense ontologiquement comme un soft power, certainement pas un hard power, même pas un smart power. Or, il faut combiner les trois pour peser aujourd'hui dans le monde. Depuis 2008-2009, la crise financière
économique et budgétaire fait office de révélateur des insuffisances de l'Union européenne en matière de gouvernance économique, budgétaire, voire politique. À la faveur de la crise économique, l'Allemagne d'Angela Merkel impose son leadership et son tempo et le périmètre des nouveaux compromis et des nouvelles exigences. La crise conduit à un glissement institutionnel. L'UE change de nature sans débat, ce qui pose évidemment question en matière de culture démocratique. On passe d'un fédéralisme monétaire sans gouvernance politique, l'euro, à un fédéralisme budgétaire, puisque la Commission, depuis 2013, a le droit de vérifier les projets de budget des États membres avant même les représentants des peuples démocratiquement élus de l'Union européenne. Cette évolution n'est pas terminée. Reste à savoir si on va aller vers un fédéralisme politique et surtout, reste à savoir si un fédéralisme politique serait un gage de puissance. La démonstration reste à faire. Ainsi, la construction communautaire passe en 6 décennies de 6 à 28 pays, et ça n'est pas là la fin de l'histoire, puisqu'il serait possible de dépasser allègrement la trentaine de pays membres si l'UE intégrait les candidats officiels et officieux. Donc il nous faut, dans notre deuxième partie, examiner l'éventuel élargissement des frontières de l'Union européenne en raison des candidats étatiques. Et d'abord de signaler que parmi ces candidats, il y a ce que nous appelons de vrais et de faux candidats. C'est-à-dire qu'il faut partir du fait que l'Union européenne, dès le traité de Rome, a expliqué que tout État européen peut demander à devenir membre de la communauté, mais sans définir l'adjectif européen. Avec le traité de Maastricht, nous avons une définition qui est également vague, puisqu'elle considère que pour entrer dans l'Union européenne, il suffit de respecter les principes démocratiques fondamentaux sans qu'il y ait de définition donc géographique. Puis, en 1993, sont arrêtés ce qu'on appelle les critères de Copenhague, c'est-à-dire les critères à définir pour que des pays deviennent membres de l'Union européenne. 3 types de critères. Un critère politique d'abord, le fait qu'un pays ait des institutions stables, qui respectent les droits de l'homme, qui respectent ses minorités. Un critère économique, le fait que le pays respecte les règles de l'économie de marché et accepte les règles commerciales de l'Union européenne. Et un critère d'aptitude, c'est-à-dire le fait que le pays ait une administration publique capable d'appliquer les règlements de l'Union européenne et, bien entendu, que le pays accepte de souscrire aux objectifs de l'Union européenne. Dans ce contexte-là, nous avons donc constaté ces dernières années, premièrement, une poursuite des demandes d'adhésion et, deuxièmement, une poursuite par les instances de l'Union européenne de l'acceptation de ces adhésions en donnant au pays le statut de pays candidat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous avons donc 6 pays qui ont ce statut de pays candidat, donc la Macédoine, le Monténégro, la Turquie, l'Islande, la Serbie et l'Albanie. Et vous noterez qu'à part l'Islande, qui est dans l'actualité de cette semaine, puisqu'elle a confirmé qu'elle ne souhaitait pas entrer dans l'Union européenne, eh bien, nous sommes dans une situation où l'Union européenne devrait ou pourrait passer à 34 pays, dans la mesure où, dans le passé, le statut de pays candidat a toujours débouché sur l'adhésion. Et se pose donc le problème de savoir si les Européens comprennent que leurs frontières pourraient se situer à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, à l'Iran, à l'Irak et à la Syrie. En fait, au sein de ces 6 candidats que je viens d'énoncer, nous avons donc de vrais et de faux candidats. Ce que j'appelle les vrais candidats, ce sont des candidats qui ont déjà intégré dans leur réglementation l'ensemble ou la quasi-totalité des textes de l'Union européenne. L'Islande était justement dans ce cas-là, mais comme vous le savez, n'y voyant pas clair dans les objectifs de l'Union européenne, a décidé, lors en fait des dernières élections, même si ça a été confirmé cette semaine, de ne pas maintenir sa candidature. Parmi ce que nous appelons les faux candidats, il s'agit de pays
qui voit tous les avantages du statut de pays candidat à l'Union européenne, mais qui en refuse ce qu'ils considèrent être comme les inconvénients. Et bien sûr, nous avons la situation tout à fait particulière de la Turquie, dont le statut de pays candidat depuis 2005 a engendré de nombreux avantages, aide de l'Union européenne pour les prêts internationaux, financement de l'Union européenne pour des infrastructures, influence à Bruxelles, puisqu'un pays qui a le statut de pays candidat participe à pratiquement toutes les instances de l'Union européenne, même s'il n'a pas de droit de vote, réception d'IDE tout à fait considérable, et possibilité aussi de venir faire des campagnes électorales près de ces diasporas dans les pays au sein de l'Union européenne. Mais en même temps, nous pouvons considérer la Turquie comme un faux candidat dans la mesure où elle écarte ce qu'elle juge être les inconvénients de l'Union européenne, le non-respect des libertés, à commencer par la liberté de la presse, puisque la Turquie est le pays au monde qui compte le plus de journalistes en prison, le non-respect du droit des minorités, alévis, kurdes, arméniennes, chrétiennes, le refus de toute supranationalité, alors que bien sûr c'est un principe fondamental de l'Union européenne, et guerre de solidarité, c'est un euphémisme dans la lutte des pays de l'Union européenne contre le terrorisme islamiste et contre l'État islamiste. L'Union européenne compte également ce qu'on pourrait appeler des candidats officieux. Une fois l'Union européenne élargie à 10 nouveaux pays le 1er mai 2004, la grande question que chacun se pose est la suivante: et après? Comment combattre l'argumentaire russe assez habile qui accuse l'Union européenne de construire un mur de l'argent, ce qui évidemment fait référence à la chute du mur. Un mur de l'argent que l'UE construirait sur les décombres du rideau de fer. Comment tendre la main aux pays situés aux frontières de l'Union européenne, mais sans s'engager au-delà de ses capacités, c'est-à-dire sans leur promettre une adhésion? En partie à l'instigation des nouveaux États membres, est d'abord lancée courant mai 2004 la politique européenne de voisinage, à l'intention des périphéries sud et est de l'Union européenne. Il s'agit, pour résumer, d'apporter aux pays d'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen un soutien financier conditionnel, je souligne le mot, pour les inciter à se rapprocher des normes européennes. Un soutien financier conditionnel parce que l'UE s'autorise à vérifier le respect des engagements et l'usage de ces fonds. Cela scandalise les esprits les plus délicats. Pour ma part, je n'y vois que du bon sens, voire un soupçon d'approche géopolitique. Autrement dit, il s'agit pour l'UE d'étendre progressivement ces normes sans s'engager à promettre une adhésion ultérieure. Bien évidemment, cela contribue aussi à diminuer l'attractivité de la proposition de l'Union européenne du fait de l'absence de perspective. Compte tenu de ces limites, la politique européenne de voisinage rencontre des succès inégaux. L'Union européenne propose à la Russie de bénéficier de la politique européenne de voisinage, mais celle-ci refuse en disant qu'on ne peut pas proposer à la Russie l'équivalent de ce qu'on propose à la Moldavie ou à d'autres pour ne blesser personne. Cette politique européenne de voisinage se trouve ensuite déclinée en deux politiques géographiquement plus déterminées. Voici d'abord le partenariat oriental. La deuxième politique spécialisée, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire un mot sur la politique méditerranéenne. Un mot. Monsieur Nicolas Sarkozy, en 2007, quand il est candidat, porte l'Union méditerranéenne qui devient, après un passage délicat avec Mme Merkel, l'Union pour la Méditerranée, processus de Barcelone. Je n'y reviens pas plus parce que cette politique a connu des difficultés sur lesquelles on pourrait revenir par la suite. Deuxième élément, le partenariat oriental. Cette deuxième politique spécialisée est mise en œuvre à compter de 2009. Elle est née d'une initiative conjointe de la Pologne et de la Suède. Ce partenariat oriental consiste à développer une politique plus cohérente et plus ciblée à l'Est. Il s'agit de proposer aux pays qui sont ici sur la carte, la Moldavie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, de se rapprocher de l'Union européenne. Sans promettre une adhésion,
Il s'agit une fois encore d'étendre au moins une partie des normes de gouvernance de l'Union européenne et d'intensifier les échanges commerciaux. Ce partenariat a été développé par Florent Parmentier dans une interview sur le livre consacré à la géopolitique des frontières européennes chez Argos que j'ai publié il y a quelque temps. En premier lieu, au moins 3 de ces pays sont officieusement candidats. La Moldavie, dont la candidature officieuse est portée par la Roumanie, pour des raisons historiques. L'Ukraine, dont la candidature officieuse, voire semi-officielle, est portée par la Pologne et le président Poroshenko actuellement. Et la Géorgie, dont la candidature a été moult fois exprimée en privé par l'ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères de Géorgie, M. Tornike Gordadze. Notons que la Moldavie est un peu en retrait à la suite des dernières élections, puisque la majorité présente est, semble-t-il, orientée de manière plus favorable à l'égard de la Russie. Ce qui est important à noter, c'est que ces 3 pays, Moldavie, Ukraine et Géorgie, ont déjà signé en 2013 ou 2014 un accord d'association avec l'Union européenne. Accord qui a été reporté, dans le cas de l'Ukraine, à fin 2015 à la suite des pressions de la Russie. Ce qui m'amène à la carte présente, réalisée par Charlotte Besam-Amande pour le Diploweb et pour le livre des PUF. Cette carte démontre que les 3 pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne ne sont pas souverains sur la totalité de leur territoire. C'est en effet important de noter que la Moldavie a une partie de son territoire qui s'appelle la Transnistrie, où campe la 14e armée russe. La Géorgie est occupée, pour ce qui est de la partie Ossétie du Sud et l'Abkhazie, par la même Russie, et que chacun sait que l'Ukraine a des difficultés en Crimée et dans le Donbass. Autrement dit, on n'a, je pense, pas suffisamment pris conscience que l'Union européenne a signé des accords d'association avec des États qui ne sont pas souverains et qui sont en délicatesse avec la Russie. Ce qui veut dire que, sans peut-être en avoir conscience, on rentre en frottement avec la Russie, nécessairement, puisqu'on est là sur des espaces qui sont discutés, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que l'Union européenne a véritablement intégré ce défi? Je n'en suis pas certain. En outre, il faut bien préciser que la question des frontières de l'Union européenne est confrontée aujourd'hui à la fatigue des élargissements. C'est une fatigue politique, économique et démographique. D'abord politique, dans la mesure où la plupart des élargissements antérieurs n'ont pas été validés démocratiquement par les citoyens des différents pays. Pour bien comprendre cet élément-là, il faut faire une comparaison. Tout citoyen européen comme tout citoyen français peut être favorable à la sortie de l'euro. Sauf que l'euro, elle a été votée dans le cadre du traité de Maastricht par un référendum. Ce qui signifie en même temps, vous voyez, que la sortie de l'euro devrait donner lieu en référendum si elle avait lieu. Bon. Or, le fait que les peuples ont eu l'impression de ne pas avoir été consultés pour les élargissements crée aujourd'hui, participe de cette fatigue. Deuxième élément, eh bien, il est économique, dans la mesure où les résultats économiques des élargissements ne sont pas jugés favorables par la totalité des populations des anciens membres de l'Union européenne, notamment parce que la situation de l'emploi dans certains pays est défavorable, et également dans la mesure où certains considèrent qu'il y a une concurrence à la baisse des salaires du fait de cette élargie à des pays plus pauvres. Enfin, il est démographique dans la mesure où tout élargissement supposant l'effacement des frontières en matière de migration interne en raison de la libre circulation, eh bien, on voit bien des inquiétudes monter sur les migrations intra-Union européenne, avec, par exemple, la question des Roms, mais aussi avec la question, tout simplement, des travailleurs. Donc, le résultat de tout ceci, c'est qu'il est vrai que les instances européennes, en 2006, ont commencé à ressentir cette fatigue de l'élargissement de leurs citoyens. Ils ont décidé d'introduire un nouveau critère qui est celui de la capacité d'absorption de l'Union européenne. Cette capacité d'absorption se décline en 3 axes. D'abord, les dirigeants de l'Union européenne ont considéré que tout élargissement devait s'effectuer
que si l'Union avait la certitude de pouvoir continuer à avoir les moyens de fonctionner, c'est-à-dire que si un élargissement n'entraînait pas de fortes perturbations dans le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxième élément, cette capacité d'absorption repose sur le fait que les pays candidats doivent être prêts à assumer les obligations découlant de l'adhésion. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'il ne faut faire adhérer que des pays dont le niveau de corruption est relativement bas, ce qui n'a pas été le cas dans le passé, et cela signifie aussi qu'au-delà des droits formels, c'est-à-dire du vote par un pays candidat de textes correspondant aux normes de l'Union européenne, il faut regarder aussi les droits réels tels qu'ils sont pratiqués dans ces pays. Enfin, le troisième axe de la capacité d'absorption, c'est le fait de ce qui est appelé par les instances de l'Union européenne assurer une meilleure communication. En réalité, derrière cette formule, ça veut dire que tout élargissement devrait faire l'objet d'un soutien de l'opinion publique. Bon, mais vous voyez que ceci pose un certain nombre de difficultés d'application. D'abord parce que les critères que je viens d'évoquer n'ont jamais été appliqués dans le passé. Et d'ailleurs, il faut préciser que la Turquie, qui a le statut de pays candidat, par son gouvernement, a dénoncé ce nouveau critère qui a été défini en 2006 en disant « mais quand j'ai déposé ma candidature, ce critère n'existait pas, donc il y a un effet rétroactif que je ne peux accepter ». J'ai fini, voilà. Alors, dernier point tout à fait récent, c'est que la Commission européenne vient d'élaborer, il y a quelques semaines, son programme d'action pour l'année 2015. Et le président Juncker nous avait annoncé qu'il était la commission de la dernière chance. Et donc, on attendait un programme relativement ambitieux, notamment sur cette question des frontières de l'Europe. Or, que dit-il dans ce programme sur ce point? Il dit simplement qu'aucune adhésion n'interviendra avant 2020. Or, une telle déclaration est un effet d'annonce inconsistant. Inconsistant parce qu'il savait déjà que l'Islande allait refuser d'entrer dans l'Union européenne et il sait très bien que les autres pays candidats ne sont pas prêts dans l'ensemble de leur réglementation pour avoir traduit dans les textes l'ensemble des besoins et des demandes de l'Union européenne. Donc dire il n'y aura pas d'adhésion avant 2020, ce n'est pas une décision politique, c'est un simple constat et donc ça ne nous éclaire pas sur ce qu'est la stratégie de l'Union européenne en matière de choix des frontières. Donc on peut se demander d'ailleurs si ces deux réactions de l'Union européenne, celle de 2006 sur la capacité d'absorption, ce discours très mou du président Juncker sur pas de nouvelle adhésion avant 2020 ne sont pas des déclarations beaucoup trop tardives par rapport aux évolutions des opinions publiques de l'Union européenne. Le concept de frontière qui est dans notre sujet fait aussi penser aux questions migratoires. On en vient donc à la troisième partie, ou à l'immigration. Il faut d'abord rappeler, grand A, historiquement que l'accroissement migratoire est le moteur de la croissance totale de l'UE, mais que la crise de 2008 engage une inflexion. Pourtant, grand B, les écrans sont pleins d'images qui mettent au défi Schengen et Frontex, et grand C, et l'UE doit relever des challenges. Grand A, historiquement, l'accroissement migratoire est le moteur de la croissance totale de l'UE, mais la crise de 2008 marque une rupture. L'Union européenne est marquée depuis longtemps par le vieillissement et le dépeuplement. Les adhésions de 2004 se sont soldées, c'est un hasard, par l'intégration d'États généralement peu peuplés, mais le plus souvent en situation de vieillissement, du fait d'une faible fécondité, environ 1,3 enfants par femme, et même des cas de dépeuplement de régions entières. À l'échelle de l'Union européenne, ces élargissements ont donc renforcé la tendance antérieure au vieillissement. Je passe sur le détail de tous ces éléments pour en arriver à l'essentiel. L'accroissement total
de l'Union européenne a tendance à baisser parce que l'accroissement migratoire a considérablement diminué. Le poids relatif de l'Union européenne dans le monde deviendrait ainsi de plus en plus faible. Alors que l'espace de l'UE d'aujourd'hui rassemblait en 1960 environ 13,3% de la population de la planète, il n'en représente que 7,5% en 2005 et ne pourrait représenter en 2050 que 5,1%. Sous l'effet de la crise, le solde migratoire a diminué et on voit ici marqué très nettement un infléchissement lié à la crise économique. Autrement dit, les migrants ne sont pas idiots, ils ont compris la crise de 2008 et ont compris qu'il était moins nécessaire, moins tentant, moins intéressant en quelque sorte de venir dans l'Union européenne. Et par ailleurs, des citoyens de l'Union européenne ont choisi de voir ailleurs comment cela se passait. Résultat, la crise de 2008 pose une difficulté démographique importante, c'est qu'elle tasse encore davantage l'accroissement total de l'Union européenne. Le problème, c'est que les écrans de télévision sont pleins d'émigrations clandestines qui ne correspondent pas à cette réalité migratoire. Il faut rappeler tout simplement que l'immigration en Europe est la conséquence de deux éléments. Premier élément, la répulsion de ces populations dans leur pays d'origine qui sont mal gouvernées, qui sont en état de conflit civil, où l'état de droit est insuffisant, et puis bien sûr l'attraction de l'Union européenne. Et tout ceci se traduit tout particulièrement par le regroupement familial au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, par les demandes d'asile au titre de la Convention de Genève et dans une moindre mesure par l'immigration de travail. Mais en réalité, l'immigration la plus importante, c'est une immigration qui arrive légalement sur le territoire de l'Union européenne, même si cette immigration reste parfois illégalement, tout simplement parce qu'un visa de tourisme étant terminé, on a oublié de retourner dans son pays. C'est donc dans ce contexte qu'il faut préciser cette immigration en complétant par le fait que l'immigration est extrêmement différenciée selon les pays d'Europe et donc que les politiques communautaires que veut mettre en place l'Europe ne prennent pas en compte ces différences d'immigration. Et plus généralement, lorsqu'on regarde la politique d'immigration de l'Union européenne, on a l'impression qu'elle méconnaît la réalité des frontières et qu'elle a commis un certain nombre d'impairs sur certaines frontières, je pense notamment aux frontières Schengen, alors qu'il était acquis que pour simplement des raisons géographiques, certains pays qui sont entrés dans l'Europe Schengen n'avaient pas les moyens de respecter les règles de l'espace Schengen. Terminons en notant que l'UE doit relever des challenges. Les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 en France, puis au Danemark le 14 février 2015, ont conduit les Européens à prendre conscience de nouveaux défis en matière de sécurité. Vous trouvez sur cette carte, qui a été publiée sur le DiploWeb, le triptyque localisé des organisations terroristes islamistes qui sont un défi pour la gestion des frontières de l'Union européenne. Cela renvoie à des problématiques de société extrêmement complexes et je vous propose de voir combien M. de Kerchove est beau sans aller jusqu'à voir la vidéo, me dit mon voisin. Nous avons ici un autre article sur cette question qui est celle de la contre-radicalisation que je vous invite à regarder sur le site DiploWeb, un article de Pierre Conessa qui montre combien les sociétés européennes ont à travailler sur elles-mêmes pour éviter ces dérives évidemment contestables de la radicalisation. Le temps est venu de la conclusion. Ce qui est important dans l'étude des frontières de l'Union européenne, c'est que cet examen permet d'éclairer les grands enjeux de l'Union européenne. D'abord, l'enjeu démocratique. Est-ce qu'on peut faire des élargissements sans l'acceptation des populations? L'enjeu économique, qu'est-ce que signifie l'élargissement à des pays plus pauvres ou à des pays dont le système administratif n'est pas capable d'utiliser intelligemment
les importants financements de préadhésion ou de post-adhésion, et inévitablement, nous sommes obligés de penser à nos amis grecs. Les enjeux démographiques, qu'il s'agisse du problème de l'immigration ou qu'il s'agisse du fait que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ferait de ce pays le plus peuplé de l'Union européenne et donc modifierait les rapports de force au sein des instances européennes. Les enjeux de géopolitique interne, comment comprendre que des pays soient reconnus comme méritant d'avoir adhéré à l'Union européenne et en même temps leur dire « mais vous êtes incapables d'adhérer à l'espace Schengen ». Un problème de géopolitique externe, puisque finalement, tous ces élargissements qui se sont déroulés ces dernières décennies mettent en évidence que de facto et sans l'annoncer, l'Union européenne a déployé au sein du continent européen une œuvre de politique étrangère. Donc le refus de choisir des frontières claires de l'Union européenne ne fait en fait que nourrir des inquiétudes qui peuvent favoriser effectivement des dérives politiques, parce que ce refus de choisir des frontières engendre des incertitudes sur la nature de l'Union européenne, sur sa stratégie géopolitique, sur le droit de l'Union européenne, sur la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre livre Géopolitique de l'Europe, qui vient de paraître aux presses universitaires de France, nous vous proposons un dernier chapitre avec 9 scénarios de prospective géopolitique sur ce que pourrait être l'avenir de l'Union européenne et de ses frontières. Et nous espérons que la lecture de ces scénarios sera salvatrice pour la qualité de vos neurones. Merci. Merci. Un grand merci pour ce bel éclairage. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre exposé. Alors, on m'a demandé de se poser une question courte et concise. Je vais faire un préalable. Je ne suis absolument pas pro-russe et profondément européen. J'ai juste vu la question russe éludée sur l'intégration de la Russie à l'Union européenne en début d'exposé. Et j'ai bondi 2 fois, en fait, sur mon fauteuil durant votre exposé concernant le fait que l'Union européenne était l'intendance de l'évolution de l'OTAN. Et aussi sur le fait qu'on pouvait proposer les partenariats orientaux, notamment sous proposition de la Pologne et de la Suède, quand on sait ce qu'ont été la Pologne et la Suède pour l'histoire russe dans le passé, sans la faire bondir concernant des pays voisins. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'on peut imaginer que des gens qui décident pour l'Europe aient pu ignorer ça? Je peux dire, désolé si j'ai un ton un petit peu colérique, mais ça paraît inconcevable. Il suffit de lire l'histoire de la Russie pour comprendre que forcément ça allait faire hérisser le poil, pas forcément à toute la population russe, mais au moins à une partie de sa population. Alors moi, je ne veux pas faire entrer dans un débat sur la question de la Russie, mais quelle perspective avons-nous vis-à-vis de la Russie aujourd'hui? J'ajouterai aussi une lecture maintenant posteriori. Est-ce que la guerre froide s'est vraiment terminée à la chute du mur de Berlin? Est-ce qu'on n'a pas continué par les agrandissements de l'OTAN et de l'UE à sa poursuite, d'une certaine manière? Une réponse courte avant de laisser à Gérard-François Dumont la suite. La seule réponse sérieuse, me semble-t-il, est la suivante. On ne changera pas la géographie et la Russie est à l'est de l'Europe et très probablement y restera. Donc nous avons à nous entendre les uns avec les autres, si possible en bonne intelligence, et à partager un voisinage. Et toute la question est là, justement, c'est la question du voisinage. Donc, ce qui est assez troublant dans les questions telles qu'on les présente actuellement autour du conflit ou de la guerre en Ukraine, c'est que chacune des 2 parties, la partie russe ou la partie européenne, prétend être blanche comme neige et ne rien faire, et c'est l'autre qui est le seul à avoir un jeu. Je défends pour ma part la thèse que chacun des acteurs a un jeu, et qu'il ne faut pas s'étonner si de temps en temps on prend des coups sur le bec. C'est le jeu. Je laisse à monsieur le recteur la joie de continuer.
Oui, je ne ferai que répondre très rapidement à une question qui mériterait plusieurs exposés à elle seule. Il faut tout simplement que la Russie, que ce soit du temps du RSS aujourd'hui, se vit toujours comme un empire. Il suffit de rappeler que les États-Unis, en 1945, enfin après 1945, ont proposé aussi à la Russie, à l'époque de l'URSS, le plan Marshall. Et que, bien entendu, l'URSS a refusé de pouvoir bénéficier du plan Marshall et a empêché les pays de l'Est qu'elle dominait d'accepter, de donner une réponse positive au plan Marshall. Donc clairement, la Russie se vit comme un empire, n'a jamais demandé son adhésion à l'Union européenne et ne la demandera jamais. En revanche, la Russie ne souhaite pas qu'il y ait une puissance impériale sur son côté ouest, si cette puissance impériale n'est pas en coopération avec elle. Or, effectivement, tout le monde le sait ici, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est, vous l'avez très bien dit dans votre question, c'est une sorte de méconnaissance de la réalité géopolitique, et une méconnaissance de la réalité géopolitique, ça fait des effets boomerang. Et donc, nous sommes aujourd'hui en plein effet boomerang. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Oui, merci infiniment pour votre duo superbe pour la présentation. J'ai noté que sur ce survol, il y a une question d'actualité quotidienne, c'est les relations entre la Grèce et l'Union européenne et la Grèce avec l'Allemagne. Est-ce qu'on pourrait avoir votre analyse plus en profondeur que les commentaires quotidiens des journaux? Bon, il faut rappeler que la Grèce est entrée d'abord donc dans l'Union européenne, puis ensuite dans la zone euro, en raison de son histoire passée et non pas en raison de son histoire présente. C'est parce que la Grèce est considérée, à juste titre, comme le terreau de la démocratie avec la démocratie athénienne, que notre président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a fait le plaidoyer que vous savez pour que la Grèce entre dans l'Union européenne. Mais il suffisait, à l'époque déjà, de discuter avec nos amis grecs ou nos collègues universitaires grecs. Il était clair que nous étions dans un effet de méconnaissance de la réalité de la Grèce, dans la mesure où c'est un pays qui en fait a souffert de son héritage de siècles pendant lesquels il n'a pas été un pays indépendant. Je vous donne juste un exemple pour ne pas allonger ma réponse. Lorsque la Grèce devient indépendante, dans un premier temps, les Grecs de l'étranger se disent « ça y est, notre pays est indépendant, nous revenons habiter en Grèce ». Et puis très rapidement, ils se sont rendus compte que le mode de gouvernance mis en œuvre par le roi et par les différents dirigeants de la Grèce indépendante était absolument catastrophique. Donc ils sont repartis assez vite. Donc effectivement, objectivement, quelles que soient les qualités des Grecs, qui ont beaucoup de qualités, il est clair qu'ils n'étaient pas prêts ni à entrer dans l'Union européenne, ni à entrer dans l'espace Schengen. Donc nous avons eu, de la part des instances européennes, une sorte de politique de fuite en avant, que l'on voit bien à travers le cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Soit la Roumanie et la Bulgarie étaient prêts à entrer dans l'Union européenne, et à ce moment-là, il faut leur dire vous avez forcément droit à l'espace Schengen, mais on ne peut pas leur dire vous avez droit à entrer dans l'Union européenne, mais on vous donne une période probatoire de 7 ans pour la liberté de circulation des travailleurs, mais on retarde année après année l'entrée dans l'espace Schengen. Donc on est dedans ou on est dehors. Mais ce système qui consiste à mettre des pays, je dirais, assis entre deux chaises, est un système qui est extrêmement nocif et perturbant pour l'ensemble du système européen. Nous avons encore le temps de prendre une question. Oui, merci. S'il vous plaît, on m'a remis le micro. Oui. Donc rapidement, j'espère que vous n'avez pas déjà répondu à ma question. Je rebondis sur la réponse concernant la Grèce pour poser la question suivante. Est-ce que la question qui semble être très très difficile, celle de la question des frontières de l'Europe, où s'arrête l'Europe, n'est-elle pas liée à celle qui est souvent considérée
comme allant de soi à savoir où commence l'Europe? Voilà ma question. Non. Là, nous n'avons pas le temps de développer la réponse à cette question. Vous aurez noté mon sens de la hiérarchie. Il est tout à fait important de noter que d'un point de vue historique, l'Europe existait avant les nations qui la composent aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'analyse, comme je l'ai fait dans un livre, des racines de l'identité européenne, vous voyez qu'elles sont extrêmement anciennes et antérieures à la plupart de nos pays, et surtout, bien sûr, ceux qui ont été créés depuis le XIXe siècle. Donc l'histoire est couverte d'éléments qui mettent en évidence les territoires sur lesquels nous avons des spécificités culturelles qui conduisent à pouvoir préciser les frontières, au moins les frontières culturelles de l'Europe. Donc qu'il s'agisse de la carte des universités du Moyen-Âge, qu'il s'agisse de la référence à Roland de Roncevaux, qu'il s'agisse des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez à chaque fois la même cartographie qui permet clairement de préciser quel est l'héritage identitaire et culturel qu'un certain nombre de territoires ont en commun. Donc, savoir l'Europe d'où elle part n'est pas une difficulté, puisque l'histoire nous l'enseigne. Malheureusement, le temps s'est écoulé, on est obligé de clôturer. Merci beaucoup. Juste un mot. Excellente on m'a intervention. demandé... Évidemment, j'invite ceux qui sont ici dans cette salle de se procurer de ce bel ouvrage et ceux qui nous écoutent en ligne également. Profitez bien. Voilà, on m'a demandé d'ajouter que je participe aux ateliers Débattons-en dans la bibliothèque à 15h50. Ça sera l'occasion de parler les yeux dans les yeux. Il y a encore le couloir pour poser des questions.